Bienvenue à tous dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour décrypter les marchés sur Bismart. Au sommaire de cette édition ce soir, le CAC 40 à la peine. L'indice phare de la bourse de Paris a pas abandonné les 7700 points mardi. L'indégringolade s'est poursuivie aujourd'hui avec un recul marqué du CAC qui se situe désormais aux alentours des 7600 points. C'est notamment la micro et les risques sur des poids lourds de la cote qui ont fait baisser l'indice ces derniers jours. On a eu les allégations de Muddy Waters sur Eurofins Scientifique, le profit warning d'Airbus et aujourd'hui c'est la macro qui reprend la main avec une crispation autour du risque politique à 4 jours maintenant des élections législatives. Le match entre la micro et la macro ne fait que commencer. Les premiers et deuxième tours des élections législatives seront suivis du début de la saison des résultats. Au sommaire également, le marché US en dents de scie. Nvidia fait la pluie et le beau temps sur le marché américain. Le concepteur de puces graphiques qui est subrepticement devenu première capitalisation boursière mondiale a dû faire face ces derniers jours à une correction. On rappelle ce que c'est une baisse de 10% par rapport au dernier plus haut. Alors, simple respiration, c'est là toute la question. Alors, une respiration qui a quand même coûté 4300 milliards de capitalisation et qui a fait plonger les principaux indices US. Aucune tendance franche ne parvient à se dessiner aujourd'hui sur le titre. Évidemment, la valeur star de l'intelligence artificielle sera suivie de près par tous les investisseurs. Le S&P 500 est aujourd'hui à l'équilibre, tout comme le Nasdaq qui reste assez fébrile avant la publication vendredi de l'indice de l'inflation américaine préféré de la Fed. Voilà pour les sujets du jour sur lesquels nous allons bien sûr revenir avec les invités de Planète Marché. Enfin, dans Marché à thème, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous vous proposons donc de revenir sur la démocratisation du private equity et des actifs privés avec l'interview d'Alexis Dupont, DG de France Invest, qui a publié sa première étude de référence sur le sujet. Mais tout de suite, avant d'accueillir nos invités, un retour sur les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel, Tendance Mon Ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Alors le CAC 40 a perdu près de 1% aujourd'hui, Pauline. Oui, aujourd'hui, les bourses européennes sont en baisse. Le CAC 40, qui avait ouvert en légère hausse, repart finalement dans le rouge et est autour des 7600 points aujourd'hui. Du côté du marché obligataire, le rendement de l'obligation à 10 ans française tourne autour de 3,17%. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans autour de 2,43%. Le spread entre ces deux obligations est autour de 75 points de base. Alors en France, on a un nouveau rebondissement dans le dossier Atos. Oui, et pas des moindres, Clémence. OnePoint, l'entreprise de David Layani et ses alliés, se sont retirés du dossier et renoncent à reprendre Atos. La solution de ce consortium mené par David Layani avait été trouvée il y a 15 jours seulement, le 10 juin, après des semaines de discussions. Atos avait alors écarté l'offre de Daniel Kretinsky. Le milliardaire tchèque revient en course donc, puisqu'il a proposé de reprendre les discussions avec les créanciers. Le titre reste volatile aujourd'hui en bourse et chute légèrement après ces nouvelles annonces. Côté américain, toujours dans l'actualité des sociétés, c'est FedEx qui surfe sur l'annonce de très bons résultats. Oui, FedEx prend 12% dès l'ouverture de Wall Street aujourd'hui. La société de livraison de colis fait état d'un chiffre d'affaires de plus de 22 milliards de dollars au titre de son 4e trimestre fiscal, en hausse par rapport à l'an dernier à la même période. Le bénéfice par action s'envole de 9,5%. Enfin, alors que FedEx a économisé 1,8 milliard de dollars cette année, l'entreprise vise également des réductions de coûts de plus de 2 milliards de dollars en 2025. Et FedEx ne s'arrête pas là puisque l'entreprise prévoit également une croissance des bénéfices pour l'an prochain. Et du côté de la tech US, parlons de Nvidia. Nvidia qui a corrigé, c'est-à-dire perdu plus de 10% en 3 séances, soit 430 milliards de dollars, est reparti à la hausse et a même porté le Nasdaq hier, puisque le titre prenait 7% hier. Aujourd'hui, le titre ouvre en hausse à Wall Street. Dans le même secteur, Micron, dont on attend d'ailleurs les résultats ce soir après la clôture de Wall Street, ouvre en légère hausse également. Et en France, la confiance des ménages est en léger repli. Oui, c'est en tout cas ce que montre l'indicateur de la confiance des ménages français du mois de juin, qui ressort à 89. C'est similaire aux attentes du consensus et en légère baisse par rapport au mois précédent.
Côté de la macro, on a pris connaissance des ventes de logements neufs aux États-Unis. Oui, pour le mois de mai, et on en compte 619 000 contre 698 000 le mois précédent. Sur un mois, c'est un recul de 11,3%. Et le programme pour demain ? Demain, les investisseurs prendront connaissance notamment de la 3e estimation du PIB américain du premier trimestre. Merci Pauline. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités chaque soir pour décrypter avec nous les mouvements de la planète marché. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Gilles Guibourg, responsable des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir Gilles, merci d'être là. Merci également à Valérie Gastaldi, stratégiste Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Clémence. Et enfin, merci à David Belloc, stratégiste et gérant chez Mirova. Bonsoir David. Clémence. Alors, on va commencer par le spread, le fameux spread. La France est la 2e économie de la zone euro, mais aussi le 4e marché obligataire mondial. C'est un des pays dont la dette est le plus détenue à l'étranger. Donc, les conséquences de la dissolution ont eu un impact immédiat sur l'OAT français et surtout sur le spread avec le Bund allemand. Il reste aux alentours de 73 points de base environ depuis une semaine, mais on emprunte maintenant plus proche du Portugal ou de l'Espagne que de l'Allemagne, soit un niveau d'un single A à peu près, alors qu'on est encore pour l'instant en tout cas à moins. Alors, 3 questions pour vous. Cet écartement, est-ce qu'il est justifié ? Est-ce qu'il va évoluer dans les prochains jours ? Et à quel niveau vous fixeriez le niveau d'alerte ? Vous voulez commencer, Gilles ? Alors, est-ce que la réaction est normale ? La réponse est oui, sans doute. Ouais. On avait déjà eu un premier downgrade récent de la part d'agences de notation sur la dette française. C'est clair que cette situation d'incertitude, elle pose des questions sur la capacité du gouvernement ou du prochain gouvernement à contenir les déficits. Et donc, très nécessairement, ça pose des questions sur l'évolution à venir de la dette. Donc, est-ce que la réaction est normale ? Oui. Où est-ce qu'on peut aller ? Là, je suis plus sur mon terrain, on va dire, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un niveau de 80 BP qui sentait un peu un niveau charnière. Ouais. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas franchi ou franchi très subrepticement, et chaque fois qu'on s'en approche, on voit qu'on vient taper dessus. Pour le franchir de manière plus durable, j'ai l'impression qu'il faudrait une accumulation de mauvaises nouvelles ou vraiment avoir des résultats d'élection qui clairement envoient un signal que non seulement on va avoir pas un maintien des déficits, mais une aggravation importante. Et la question, c'est dans quelle mesure ? Ouais. Ce qu'on est en train de voir, c'est que à l'approche de l'élection, toutes les mesures qui étaient très coûteuses, elles sont en train d'être démontées ou en tout cas amendées assez largement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est trop tôt. Il est trop tôt pour faire un pari là-dessus. Et sachant qu'en plus, notre métier, c'est pas de faire des paris. Oh, bien sûr, ouais. Donc voilà, il faut sans doute reconnaître qu'on va avoir encore un peu de volatilité à gérer. Et que de ce fait-là, dans les portefeuilles, il convient justement de se mettre en situation de pouvoir absorber cet excès de volatilité ou cette volatilité à venir qui va durer en réalité sans doute quelques semaines, voire quelques mois en tout cas durant l'été pour laisser au futur prochain gouvernement de tracer une feuille de route, quoi. D'accord. Valérie, votre avis, vous, sur la question, le spread, l'écart est justifié. La dernière adjudication s'est plutôt bien passée. La prochaine, elle sera entre les 2 tours. Le marché a répondu présent. Est-ce que... Alors, moi, je ne porte pas de jugement sur ce qui est justifié ou pas sur les marchés financiers. Tout est dans l'instant. Il n'y a pas de vérité. C'est un prix aujourd'hui, demain, il sera différent. Alors, effectivement, il y a un niveau clair à 80 points de base qu'il faudrait faire attention de ne pas dépasser. Il y a quand même de fortes chances pour que... on ne peut pas dire vraiment une victoire, mais enfin des votes un peu au-delà de 30% pour le Rassemblement national, ça soit quelque chose qui soit maintenant déjà dans le marché. C'est ce qui est attendu, et le marché s'est adapté à ça. Si le Rassemblement national a plus que ça ne va pas changer énormément les choses. Donc, au lendemain de ce premier tour,
normalement, il ne va pas se passer grand-chose. On peut aller pousser, donc vous disiez que ce soir on était à 75, on peut aller pousser justement à 78, 80 à vendredi soir, ça me paraîtrait assez logique. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est bien. En revanche, c'est à l'issue du second tour que potentiellement les gens peuvent prendre peur et anticiper un second tour qui soit un petit peu inquiétant, parce que les triangulaires entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est très difficile de prévoir comment elles vont se dénouer. Enfin, tout à fait. qu'on ait le droit ou pas le droit d'utiliser extrême, en tout cas, dans ces triangulaires-là, ou même dans les face-à-face, pardon. Au deuxième tour, ça va être très difficile de prévoir le comportement des gens qui votent. Et là, bien entendu, ce que le marché n'a pas encore pris en compte, c'est potentiellement un programme à gauche qui arrive à faire passer des mesures, parce que leur programme est quand même assez dispendieux. Donc, ça pourrait faire bouger. Je dis ça pourrait, voilà. C'est pas pour ça que ça va se passer maintenant. Il faut quand même, sur les marchés financiers, quand on a l'impression que tout part à la catastrophe, c'est rarement à ce moment-là que la catastrophe survient. Voilà. Or là, quand même, le niveau d'inquiétude est élevé et il y a plutôt une forte chance pour que, si ça doit aller mal sur la France, comme suggérait Gilles, ça soit plutôt une accumulation de nouvelles et que ça soit quelque chose qui prenne du temps que quelque chose qui surgisse tout d'un coup pendant l'été. Donc en fait, la période de risque, c'est jusqu'au second tour et après, ça devrait se calmer. Pour un temps. Pour un temps. David, votre avis, vous, sur... je pense que le niveau actuel à 75 BP, il acte de fait le fait qu'on a plus d'instabilité politique, ça c'est une certitude. Mais la prime de risque, on était donc noté double A-, peut-être un peu surnoté par rapport à nos fondamentaux, justement parce qu'on avait cette stabilité politique en France. Et là, on voit qu'a priori, pour les prochains mois, voire prochaines années, on a un risque. On a effectivement un premier, un deuxième et un troisième tour. C'est-à-dire que si dès le deuxième tour, on a une majorité absolue, soit RN, soit Front de gauche, effectivement, on peut avoir un spike qui peut aller assez rapidement monter à plus de 80. On peut peut-être même atteindre 100, compte tenu du fait que le marché s'attend à ce que la France fasse des économies. On avait 10 milliards d'économies, a priori, pour le budget fin d'année. Et là, difficile, dans le cadre d'une majorité absolue, soit RN, soit Front de gauche, d'imaginer qu'on n'aura pas, au contraire, des dépenses supplémentaires et assez substantielles. Même si ils sont revenus en partie sur la promesse de campagne ces derniers jours. Donc, une instabilité politique par rapport à une potentielle démission de Macron, c'est pas à exclure complètement, soit dans le cadre d'une majorité absolue RN et Front de gauche, soit même dans le cadre d'un gouvernement de coalition, mais on a vu que ces trois blocs allaient du mal quand même à se mettre d'accord. Et donc, il pourrait y avoir ce risque, même si ça a été effectivement affirmé, évidemment, par le président. On a pour l'instant, je pense, des investisseurs étrangers qui regardent ça d'assez loin, qui ont des exemples passés qui sont plutôt pas trop mal déroulés, à commencer par Mélanie. Je ne pense pas qu'ils anticipent un éventuel départ de Macron, et je pense qu'ils ont en tête une coalition ou un gouvernement technique qui peut fonctionner. Compte tenu des trois blocs en présence, je me permets d'avoir des doutes, ou en tout cas une forte incertitude dans les prochains mois, pour qu'on ait cette coalition qui fonctionne et qui arrive à voter un budget acceptable pour les marchés. Donc je dirais qu'il y a une dissymétrie haussière, finalement assez peu de potentiel de baisse, peut-être 5-10 quand même, en fonction des scénarios. Et par contre, il y a clairement une symétrie à l'écartement, mais quitte à ce qu'elle se manifeste et se réalise dans les prochains mois. D'accord. Si je peux ajouter quelque chose, ce qui est intéressant, c'est que quand Liz Truss a été élue, qu'elle a présenté son mini-budget, etc., l'écart de taux entre l'Angleterre et l'Allemagne a explosé dans des proportions bien plus importantes que ce que l'on a vu pour la France. Et on est à nouveau au même niveau. Sauf qu'on n'a plus la même première ministre et on n'a plus le même type de discours, etc. Donc en fait, c'est juste pour... Et le FTSE a beaucoup monté. Voilà, c'est juste pour rappeler que il y a une combinaison de possibilités qui est extrêmement large et qu'aujourd'hui, un écart de taux au-dessus de 80 bips, c'est un risque majeur. Pour la France, ça déclenche quand même, c'est une grosse surprise, un gros choc. Si ça se produit plus tard, si on y va lentement, etc., ça peut avoir des conséquences un petit peu différentes, notamment sur les marchés actions du coup.
D'accord. Alors, ce qui fait peur, effectivement, c'est l'accroissement du déficit public quand on voit les mesures qui sont proposées par surtout les deux partis extrêmes. Alors, ceci dit, il y a quand même des garde-fous. Alors, et déjà, il y a le principe de réalité. Alors, on a eu des précédents, on a eu Trump, on a eu Meloni, etc. Donc, on voit que, bon, quand même, quand on gouverne, c'est un peu différent. Il y a aussi la BCE qui est là. Il y a quand même des institutions. Alors, on a la procédure pour déficit excessif. Pour l'instant, il n'y a jamais aucune sanction qui a été appliquée. Mais enfin, est-ce que c'est possible ? L'outil fragmentation. Alors, pour l'instant, la BCE a dit on ne s'en servira pas. Et puis, il y a aussi, évidemment, les marchés. Alors, les marchés, il y a la bourse qui peut sanctionner, effectivement, l'indice français. Il y a les taux. Si l'OAT explose, est-ce que tous ces garde-fous, les marchés ne peuvent pas s'imposer comme garde-fous vis-à-vis de politiques dispendieuses Ce qu'on a pu voir dans le passé, c'est qu'on parle de Meloni, mais quand on retourne un peu plus en arrière et qu'on revient en 2000, ça doit être en 2018, quand le mouvement 5 étoiles est arrivé en Italie, oui. Et on est un peu plus dans... Pour moi, là, ça ressemble plus à l'arrivée du mouvement 5 étoiles que l'arrivée de Meloni. Oui. Parce qu'en réalité, Meloni, avant d'arriver au pouvoir, avait déjà été faire acte d'allégeance chez Draghi. Oui. Et donc, elle avait déjà bien préparé les marchés sur le fait qu'elle allait rester disciplinée. Donc là, on n'est plus dans pour l'instant, en tout cas, donc face à une inconnue, de savoir quelles vont être les réactions. Oui. Ce qu'on a vu, c'est que le mouvement 5 étoiles, finalement, quand il est arrivé, le principe de réalité s'est imposé. Et on l'a vu avec la Grèce, et on l'a vu avec l'Espagne. Oui, avec Tsipras, c'est donc, pareil. Oui. Je pense qu'effectivement, il est légitime de s'inquiéter sur la volatilité qu'on risque d'avoir et qu'on aura très certainement. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quel est notre horizon d'investissement ? Et quels sont les différents scénarios ? Et si on prend un pas en arrière, on se dit, aujourd'hui, dans les portefeuilles, il faut sans doute s'apprêter à encaisser un surplus de volatilité. Donc comment on fait pour gérer cette volatilité et donc éventuellement réduire quelques expositions ici ou là à ce qui peut être le plus réactif, on va dire. Mais je pense qu'il faut aussi utiliser cette volatilité pour éventuellement construire des positions sur le moyen terme, parce qu'on a quand même des points d'entrée, parce qu'on a des entreprises françaises qui sont quand même très largement globales, et en réalité qui dépendent pas complètement de ce qui se passe complètement en France. Et en Europe. Alors il y a un scénario qui serait très négatif ou plus négatif pour les entreprises françaises, c'est si effectivement demain on annonçait une hausse généralisée des salaires, puisque là on aurait effectivement une atteinte à la compétitivité de ces entreprises. Ce scénario, il existe. Ce que nous disent les sondages aujourd'hui, c'est que c'est pas le plus probable. C'est pas le plus probable. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Mais donc si on met de côté ce scénario-là, on se dit qu'aujourd'hui, finalement, on a des entreprises qui restent quand même solides, et on préfère se concentrer sur l'état du monde et l'état de l'économie, et de savoir comment on va se développer l'économie, parce qu'on a quand même, au-delà de l'élection française, un certain nombre d'incertitudes qui peuvent être liées à l'élection américaine, qui peut avoir des impacts aussi, encore plus importants en cas de mise en place de droits de douane, et qui pourraient, pour le coup, éventuellement faire dérailler la croissance mondiale de manière un peu plus importante. Donc, on est sans doute dans un moment où il convient surtout pas de jouer les matamores, de replier un peu les voiles et de se mettre dans une position, on va dire, d'attente pour traverser ce qui risque d'être une période de gros temps ou de volatilité, en revenant sur des sociétés solides ou sur des fondamentaux solides, c'est-à-dire éviter les excès de dette dans les bilans. Garder la solvabilité. Voilà. Et donc, c'est un moment où je pense qu'il faut pas hésiter à être un peu timide. Et surtout pas essayer de jouer les matamores, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça peut se terminer. Valérie, votre point de vue, vous, est-ce que les marchés peuvent servir de garde-fou là ? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Si c'est de faire pression sur la BCE, aucune chance. Faire pression sur... Non, bien sûr, pas du tout faire pression sur la BCE. Sur les gouvernements ? Oui, déjà. Le problème, c'est que c'est l'Europe.
Donc, c'est vachement plus compliqué parce que Liz Truss, la pression, elle est venue de la livre sterling. Parce que la livre sterling, elle s'est effondrée, elle a perdu 15% en 2 semaines. Nous, l'euro, il va baisser, bien entendu, si on a une élection très surprenante et qui est jugée très défavorable. Mais il y a très peu de chances pour qu'il baisse de 15%. Oui, ça, c'est Vraiment sûr. très peu. Qu'il en repère de 2, oui, c'est possible. Mais donc, la pression, elle ne va pas être portée directement sur la France. Pour porter la pression sur la France, il va falloir du temps. Et justement, là où on n'a pas du tout le garde-fou qu'on a connu dans les années précédentes, et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que les procédures pour déficit excessif, elles ont été revues, et elles ont été revues dans l'optique de pouvoir les appliquer. Oui. Et que la France pourrait bien servir d'exemple. Oui, c'est une nouvelle mouture, là. Et, oui, voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que la BCE soit tendre dans les mois qui viennent. À la fin, un de ses rôles majeurs, c'est de défendre l'euro. Donc, si l'euro est attaqué, bien sûr que là, il va falloir qu'elle remette en place des mécanismes qui lui permettent de défendre l'euro. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils seront, si on reprendra les anciens, des nouveaux, peu importe. Mais dans un premier temps, je doute qu'elle soit tendre à l'égard de la France et qu'on ait un traitement qui nous favorise. Donc, les marchés obligataires français sont quand même plutôt à éviter parce que toutes les tensions, elles vont se reporter sur les marchés obligataires français. Voilà. Et après, comme disait Gilles, cela dit, les marchés actions, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Enfin, le fait qu'on soit en Europe, que le CAC 40, ça soit quand même beaucoup d'entreprises qui exportent. Bien sûr, et qui ne vont pas forcément un chiffre d'affaires en France, loin de là. C'est pas facile et que potentiellement la vitesse de tous ces événements va être ralentie par le fait qu'on est en Europe et qu'il y a beaucoup de mécanismes d'ajustement de marché qui sont contraints par l'euro. Ça veut dire que potentiellement on peut avoir des trajectoires relativement différentes entre les obligations françaises et les actions françaises, peut-être, parce que celles qui ont une activité en France importante ou celles qui pourraient être taxées, etc., ça peut être un petit peu plus compliqué encore. En tout cas, ça peut rester lourd. Moi, je ne me précipiterai pas pour acheter de l'ADP ou du Vinci tout de suite. J'attendrai un peu. Mais après, je sais pas, quand je vois Schneider, je vois pas pourquoi on pourrait pas continuer à en acheter. C'est très cher, ok, peut-être qu'il faut attendre qu'elle baisse de 5%, mais c'est ce type de pourcentage qu'il faut surveiller. Elle va pas nous donner grand-chose. Schneider, c'est notre Nvidia, c'est ce qu'on fait de mieux dans la tendance haussière en France. Alors c'est très modeste, mais bon voilà, c'est ce qu'on a. Donc c'est pour dire que de la même façon que sur Nvidia, quand elle baisse de 10%, mais c'est après en avoir pris 100 en quelques semaines, c'est peut-être tout ce qu'elle va faire comme baisse. Bon, Schneider, quand elle perd 5%, c'est peut-être une opportunité super. Pour le moment, en tout cas, je ne peux pas dire autre chose. Donc, je pense vraiment que là, on ne peut pas avoir de raisonnement à l'emporte-pièce. C'est ce qu'on voit sur la dette française par rapport aux autres dettes, c'est tellement différent que... voilà, il faut tout traiter au cas par cas et donc les choses vont prendre du temps à s'organiser en Europe, mais avec une pression sans doute qui va monter sur la France. D'accord. David, est-ce que vous pensez qu'il y a des garde-fous sur la dette française il y a les marchés taux, les marchés actions. Au sein des marchés actions, effectivement, les valeurs internationales de qualité, les valeurs domestiques, celles les plus touchées explicitement par les programmes. Bon, pour ce qui est du marché de la dette française, l'activation du mécanisme, ce qu'on appelle TPI en fait de la BCE, pourrait effectivement clairement jouer son rôle de garde-fou, mais il faudrait que ça soit un écartement des spreads injustifié. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit une spéculation des investisseurs internationaux sur la dette française. C'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui, pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On attend que le budget soit voté. On attend de voir quelle coalition ou quel gouvernement son attitude vis-à-vis des Allemands, vis-à-vis de l'Europe. Est-ce que en Mélanie-like, ce gouvernement serait prêt à rentrer dans les clous par rapport aux exigences de l'Union européenne et des partenaires? Il y a énormément d'incertitudes. Mais si effectivement le spread doit ou devait s'écarter suite à un bras de fer musclé entre le nouveau gouvernement et l'Union européenne, face à des dépenses non financées et une trajectoire de dette insoutenable, on peut comprendre que nos partenaires européens ne nous suivent pas et on peut comprendre que la BCE utiliserait cette hausse de spread et les marchés
marché pour faire pression sur l'État français. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le scénario central et on a le temps effectivement d'ajuster, mais le mécanisme de TPI ne serait pas tout de suite appliqué en cas de stress. Un scénario un peu plus probable, effectivement, c'est des dépenses révisées à la baisse, donc peut-être pas les économies voulues, mais enfin en tout cas quelque chose d'acceptable, qui justifie un spread aux alentours de 80. Donc un coût de la dette peut-être par rapport aux Allemands supérieur, mais compte tenu de la baisse des taux, finalement, ça ne va pas impacter vraiment les finances publiques, d'autant plus que on a 100 milliards à refinancer sur 285 cette année. Ça représente 10% de notre dette totale, à des niveaux de taux qui finalement sont inférieurs à ce qu'on avait l'année dernière. Donc sûr, oui. Le coût vraiment sur les finances publiques à ce stade, c'est gérable. On a donc effectivement des partis qui sont peut-être à cœur de montrer leur respectabilité vis-à-vis des milieux d'affaires et des marchés. Donc on a aussi ce scénario central qui peut se mettre en place. Alors après... Pour ce qui est des actions, on a des actions internationales de très bonne qualité. Il a été cité Schneider, on en a un certain nombre qui, là, je pense, effectivement, ont très peu de chiffre d'affaires en France. Le CAC 40, c'est 15% de chiffre d'affaires en France. Donc, on a une croissance mondiale qui est très solide encore, malgré le soft landing aux États-Unis. On a quelque chose de très solide. On a des baisses de banque centrale à attendre, un mouvement des inflations, un mix croissance-inflation qui est favorable au marché actions. Et donc ça peut être effectivement des très bons supports en achetant un peu plus bas ces actions dans le cas d'un repli post-élection. D'accord. Du coup, il y a des opportunités d'investissement à faire. Pour ce qui est des titres vraiment domestiques liés à la hausse des taux, typiquement ceux qui ont souffert en bourse, banque, assurance, utilities, immobilier. Là, effectivement, quid de l'OAT et du coût de financement, mais pour l'instant, la baisse est justifiée. Et pour ce qui est des secteurs comme les médias qui sont directement impactés par d'éventuelles réformes, donc en l'occurrence le RN et la privatisation du secteur public, là, effectivement, je pense qu'il faut se tenir à l'écart dans un premier temps. D'accord. Okay. Donc, voilà, le maître mot, c'est incertitude, prudence. Les choses peuvent se faire en plusieurs temps, mais voilà, si effectivement il y a des opportunités sur les valeurs de croissance, qualité, faible exposition France, c'est évident qu'il faut y aller. Et le pire n'est jamais certain. Et donc, on a aussi un scénario où on stabilise à 75-80 bips sur le spread qui peut être gérable à terme. Gilles, vous voyez des opportunités, vous, en Europe en ce moment, du coup parce que je pense que... Les multiples sont moins élevés qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on regarde le marché européen, il est revenu sur des multiples qui sont proches des multiples de long terme. Donc, de manière agrégée, il n'y a pas d'opportunité évidente. En réalité, quand on regarde un peu plus en profondeur, on s'aperçoit qu'il y a une partie de la cote qui sont ces valeurs de qualité internationales qui sont plutôt... qui traitent avec une prime qui est quand même assez marquée. Alors pour des bonnes raisons, parce qu'on regarde, en fait, c'est des sociétés qui, depuis plusieurs années, ont accumulé une surcroissance par rapport à tout le reste. Et donc, la seule chose sur laquelle il faut être attentif, c'est de s'assurer qu'il y ait une continuité de cette croissance. Et c'est pour ça que, je disais précédemment, ce qu'on va regarder, c'est plutôt ce qui va se passer à l'issue des élections américaines pour s'assurer que cette croissance, elle est toujours là. Parce que, en réalité, ces primes accumulées, elles sont le reflet aussi d'un positionnement d'investisseurs qui est très consensuel, ce qui fait que si on devait avoir une déception sur ces valeurs-là, il y aurait sans doute un potentiel de baisse qui serait important, parce qu'on est assez loin des moyennes de long terme, donc ça peut être entre 10 et 20%. Mais c'est vrai, sur un horizon court terme, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est des valeurs qui peuvent rester intéressantes pour des investisseurs qui réfléchissent plutôt à 5 ou 10 ans. À côté de ça, il y a tout un pan de la cote dans lequel on va retrouver des défensives qui traitent plutôt en dessous des valeurs de long terme. On regardait récemment, on a eu un certain nombre de valeurs de la santé. Alors si on exclut Novo Nordisk, quand on regarde les Sanofi, dans les biens de consommation durable, on prend un Unilever, un Danone, on est revenu sous les moyennes de long terme, alors même que c'est des sociétés qui, certes, ont revu leur niveau de rentabilité, elles ont fait donc elles ont rebasé un peu les attentes, mais on est plutôt, maintenant qu'elles ont rebasé les attentes, dans un scénario où elles sont en train de retravailler leur algorithme de croissance et elles retrouvent un peu de croissance. D'accord. Et donc on a eu l'occasion de rencontrer ces dernières semaines plusieurs de ces sociétés-là. Il y avait Danone qui faisait son capital market day la semaine dernière. C'est pas des messages qui sont, on va dire, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer. Oui. Parce que c'est des croissances à 3-5%. Oui. Mais une croissance à 3-5% en chiffre d'affaires qui conduit à avoir des croissances de rentabilité, de profitabilité, on va dire plutôt entre 7 et 10%
avec un dividende à 3,5, vous traitez sous les moyennes de long terme. Oui. C'est exactement ce que j'exprimais précédemment, c'est dire, compte tenu de la nature de ces business qui sont en réalité assez peu volatiles, je trouve que c'est des bonnes positions d'attente et où on a plutôt une asymétrie à la hausse qu'à la baisse. Et donc, on a moyen de se cacher. Si on regarde les réseaux électriques, ça n'a pas fait grand-chose cette année, alors qu'aujourd'hui, on parle tous de transition énergétique. Et on n'aura pas le choix, parce qu'en plus, à mesure qu'on rajoute de l'intermittence dans les réseaux, il faut renforcer les réseaux électriques. Les réseaux électriques, vous avez des actifs qui sont régulés, qui intègrent dans leur modèle de rémunération, que ce soit l'inflation, que ce soit le coût de la dette. Et on a des actifs, là encore, qui se traitent en dessous des valorisations de long terme. Donc, c'est des valeurs et qui vont payer des dividendes à 5%. Donc, encore une fois, c'est pas forcément aller chercher le rendement le plus élevé, bien sûr, mais le rendement, on va dire, le plus probable et le plus stable et le plus sûr. Surtout en ce moment. Ouais. Valérie, vous voulez revenir sur des actions, enfin des secteurs, des valeurs qui, selon vous, présentent une opportunité ? On parlait de Schneider Electric, mais... Je trouve que... Moi, je préfère, pour choisir les valeurs, attendre la fin de ces élections. D'accord. Ok. Parce que les ajustements sectoriels, je trouve, ils sont pas clairs du tout. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des choses qui s'améliorent. Unilever, c'est beaucoup mieux. Danone, elle surprend. Non, ça fait pas forcément rêver, mais... Non, mais voilà. Alors voilà. Donc, en fait, quand on se porte, si le marché se porte vers des trucs qui font du +3, +5 de croissance, c'est qu'ailleurs, il a plus d'opportunités. Donc, ça veut dire qu'on est dans un environnement global qui est quand même extrêmement détérioré. Et ça veut dire que la construction totale du portefeuille, il faut la revoir. Pour moi, pour que l'alimentation se repasse en surperformance. Elle est toujours en sous-performance, le secteur alimentaire. C'est pas les biens de consommation non cycliques, pareil, c'est pas super sexy si on les regarde en agrégat par rapport aux indices. Mais ça peut être une position d'attente du fait de l'incertitude. Et pour protéger la baisse, en fait. Alors, pendant quelques semaines. Pour quelques semaines ou quelques mois. En attendant parce que l'incertitude, elle ne va pas s'arrêter l'été. Elle ne va pas s'arrêter au soir du deuxième tour. C'est vrai que si c'est le RN, on a déjà prévu le deuxième temps. En fait, quel que soit finalement le parti au pouvoir, c'est quand même le budget 2025 qui va être le juge de paix, non ? Eh bien justement, ça va prendre plus de temps. Moi, je pense qu'en termes de rythme, début juillet, on aura anticipé le pire et on aura soit le pire qu'on a anticipé, soit peut-être un peu mieux, ou en tout cas une incertitude positive, si je peux parler d'incertitude, en tout cas un soulagement. Et que c'est uniquement après la rentrée parlementaire et après un certain nombre de tentatives de négociations, etc., déjà il va falloir former le gouvernement. Rien que ça, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver ce gouvernement. Donc, pendant tout ce temps-là, comme il y a plein de choses qui ont été massacrées, comme pour le moment, le marché américain ne nous met pas particulièrement de pression à la baisse, ça monte et voilà. Je ne suis pas sûre pour moi que les risques y soient pendant l'été. Moi, je verrais plutôt... moi, je pense qu'ils sont bien au-delà de l'été, mais c'est pour ça qu'on est dans une période d'incertitude qui va durer et que comme on ne sait pas forcément la timer, c'est de se dire, là, on va rentrer dans une ode de turbulence qui va durer et donc on se met dans une position de pouvoir passer ces quelques mois où on va limiter, on va se protéger contre une baisse extrême qui n'est pas certaine. Mais il n'y a pas de raison non plus de s'envoler. C'est que compte tenu de l'incertitude, on peut avoir un rebond ponctuel, mais il n'y a pas de raison de s'envoler. Parce qu'on a encore des incertitudes sur la croissance et qu'on va avoir des incertitudes dès la rentrée avec les élections américaines. Et donc, pour moi, il est très peu probable d'imaginer le marché qui puisse s'envoler fortement. Je n'aurais pas forcément la même approche sectorielle entre l'Europe et les États-Unis. Oui, on va parler des l'Europe, US. On est en phase d'incertitude. Donc, la France, c'est 20% de la croissance européenne. Il y a un effet contagion, on en a parlé. On a une surperformance des cycliques très nette depuis le début de l'année en Europe. On valorise les cycliques comme les défensives en agrégé, alors qu'historiquement, les défensives ont une prime par rapport au marché et par rapport aux cycliques. Donc, on peut, effectivement, ça a du sens. Alors, on a cité effectivement le secteur pharma, qui en plus de ça est exposé dollar, et un parfait hedge contre les risques politiques, géopolitiques.
On a en plus quelques histoires, effectivement, avec davantage de croissance anticipée ou un pipeline intéressant. Donc, il y a un argumentaire pour aller vers plus de défensive au sein des marchés européens, aller peut-être un peu moins de France et un peu plus de UK, par exemple, les élections le 4 juillet. Oui, je pense que les élections peuvent constituer un catalyseur positif pour le marché UK, et particulièrement peut-être pour les petites capitalisations anglaises. On a une situation croissance qui s'améliore, on a une désinflation, une banque centrale qui va bientôt baisser ses taux. Plus de visibilité, et contrairement là pour le coup aux propositions françaises, que ça soit travailliste ou conservateur, la même idée de vouloir financer la croissance long terme et le potentiel de croissance avec des dépenses d'infrastructure, chose quand même qui nous manque cruellement en France, en tout cas au vu des propositions. Donc je pense qu'il y a un call UK particulièrement petite capitalisation. Mais je serais plus méfiant sur les cycliques classiques. Après, tout dépend de la violence du mouvement de baisse potentielle post-élection sur ces secteurs cycliques et sur ces bancaires. On a des bancaires qui ont un très fort dividende, des valos quand même attractives. Elles ont corrigé par rapport à leur plus haut. Ça peut à nouveau constituer un point d'entrée si on a 5-10% de baisse supplémentaire. Aux États-Unis... Oui, on y va ou pas? Le marché est très différent, on a une désynchronisation complète. Moi, ce que j'apprécie avec les États-Unis, c'est que je pense que le mouvement des inflations va perdurer. Je pense qu'on va rentrer dans les clous à 2% d'inflation l'année prochaine. Donc, on a une banque centrale qui a maintenant la possibilité de baisser ses taux de manière plus sereine dans le cas d'un ralentissement du marché du travail. Ce qu'on commence à percevoir, même si le marché du travail reste équilibré, on a autant de demandeurs d'emploi que d'offres vacantes, on a globalement, je trouve, un marché américain qui croît à son potentiel et on peut avoir un élargissement du leadership. On reste long technologie, on reste long, bien évidemment, thématique intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a un rattrapage possible aux États-Unis via des secteurs cycliques, via éventuellement des petites capitalisations là aussi en cas de victoire Trump, qui serait moins impacté par les tarifs. Donc on a encore des opportunités sous la surface aux États-Unis avec un potentiel de croissance de bénéfices et de marges non exploitées, je pense, et non réalisées sur une partie de la cote aux États-Unis. D'accord, même si les PER sont très élevés, on peut quand même aller voir. Les PER sont élevés pour la techno, 28, 7 points d'expansion de multiples, mais une très forte croissance, très forte marge, donc justifiée à ce stade. Bon, il faut falloir continuer à délivrer. Sur le reste de la cote, on a une valorisation qui est à peu près en ligne avec historique, sur une situation macro ou croissance mix-inflation qui est quand même très solide. Et un marché qui est immunisé contre les risques européens, contre même pas mal de risques géopolitiques, qui est surdétenu par des ménages. 6 ménages sur 10 détiennent des actions américaines, c'est quand même quelque chose de très très solide. Donc à ce stade, ça ne me semble pas irrationnel d'aller constituer une poche, effectivement, encore malgré les niveaux de valorisation sur les États-Unis. D'accord. Valérie, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le marché US, c'est une opportunité d'investissement en ce moment oui, c'est pas possible de pas y être. Je suis tout à fait d'accord. Bon, après, ce qui est toujours compliqué pour les gens, c'est que c'est quand ils n'ont pas encore acheté et qu'ils doivent acheter des valeurs qui ont déjà beaucoup monté. C'est ça. Voilà. Et là, bien entendu, ça exige quand même un petit peu de professionnalisme parce qu'il faut savoir gérer un risque. Il ne faut pas acheter et puis attendre pendant 6 mois parce qu'il faut gérer le risque. Donc, il faut acheter la bonne quantité et il faut acheter avec un stop. Il faut réessayer si ça ne marche pas. Enfin, il faut vraiment être tactique dans ce type de situation sur les valeurs qui ont beaucoup monté. Mais on entend beaucoup dire que le marché américain ne monte que parce qu'il y a 4 valeurs, je l'exagère un peu, qui montent. Avant de venir, j'ai regardé le Dow Jones. Bon, ok, il ne fait rien, il ne monte pas. Oui. Mais ce n'est pas du tout les mêmes pondérations. Bon. Mais dans le Dow Jones, qui a 30 valeurs, c'est facile donc de vite comprendre le Dow Jones dans ses dynamiques individuelles. Mais en fait, il y a 14 valeurs qui sont en gros au plus haut historique. D'accord. Quand je dis au plus haut historique, elles n'y sont pas ce soir, mais au cours des 4 dernières semaines, elles ont fait un nouveau plus haut et la consolidation depuis, elle est vraiment mineure. D'accord. Okay. Donc, cette hausse... Alors après, il y a plein de valeurs qui se sont carrément effondrées. Enfin, Mais donc cette hausse, on ne peut pas dire qu'elle soit
complètement malsaine. Le problème, c'est sur certains indices, des concentrations de pondération. Oui. Mais après, ça, justement, dans la gestion, en fait, personne n'a le portefeuille indiciel, quoi. Enfin, normalement, un gérant, il ne refait pas le portefeuille indiciel. Alors, si on veut avoir le portefeuille indiciel, on prend un ETF. Bien sûr, oui. Et là, il faut avoir une gestion, à nouveau, beaucoup plus tactique. Mais si on gère un peu plus correctement son choix de valeur, je ne pense pas que ce marché, pour le moment, soit particulièrement dangereux. D'accord. Je pense qu'il faut en avoir, ouais. Gilles, votre avis sur le marché US Alors, je regarde ça d'un peu plus loin. Je regarde ça d'un peu plus loin. Maintenant, ce que je note, c'est que il y a une valeur dont tout le monde parle. Oui, bien sûr. C'est Nvidia. Et que quand je regarde les oscillations qu'on a maintenant de manière quotidienne, avec des variations qui sont assez fortes, et que je vois effectivement cette dimension retail qui est aussi importante y compris sur la participation à la hausse, ça m'inspire quand même un peu de prudence. Oui. Moi, j'ai commencé à travailler en 97-98 sur le marché actions. Je me souviens bien de la partie 2000. Et quand on voit ces mouvements, quand je regarde les variations quotidiennes de Nvidia, j'ai quand même l'impression qu'on est plus proche de la fin que du début. D'accord. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut être très prudent, parce que ça peut durer longtemps, la fin. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, vouloir être dehors avant tout le monde, c'est se tromper. Mais néanmoins, à minima, pour moi, encore une fois, ça incite un peu de prudence. Oui. Ça incite un peu de prudence. Et on voit que, même si c'est pas complètement parfait, quand on regarde ce qu'a fait le succès d'NVIDIA, oui, ils ont monté les volumes, mais ils ont surtout monté les prix. On regarde l'évolution de la marge brute d'NVIDIA, c'est phénoménal. Aujourd'hui, ils ont des marges brutes qui sont supérieures à ce qu'on peut avoir dans le luxe. Oui, non, mais bien sûr, ils sont en situation de quasi-monopole, ils ont précisé. Mais on voit que derrière, on voit que derrière, c'est en train de s'organiser. Alors, on n'y est pas encore, oui. Mais des AMD, des Micron qui essayent d'apporter des solutions. Donc, voilà, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. On va dire que, pour l'instant, je suis assez content de ne pas être confronté à ça au quotidien. Parce qu'effectivement, pour un gérant américain, ça ne va pas être facile de gérer ça en portefeuille comme position. Parce que si on n'en a pas, on a tout perdu. Et en même temps, ça peut se retourner assez vite. Donc, voilà, oui. C'est toujours la question assez difficile à gérer. Alors, on va passer à notre dernière question. Qu'attendre cet été sur les marchés ? On en a un peu parlé, mais alors, à quels indicateurs vous allez être attentifs pour surveiller le marché dans les prochains mois là ? Alors, si on met de côté là, les 2 prochaines semaines, ensuite, on aura le résultat. Qu'est-ce que vous allez regarder et surveiller de près ? Nous, au sein de l'équipe, on gère surtout des fonds actions où on fait de la sélection de titres. Et donc, on va arriver en période de résultats. Donc, ce qu'on va regarder, c'est les résultats d'entreprise. Et c'est ça qu'on va scruter à la loupe parce qu'on avait quand même des attentes de rebond de l'économie. On avait eu des bonnes surprises à l'issue des premiers trimestres. Bien sûr. On avait eu une inflexion positive sur les perspectives de résultats sur l'année, où on avait eu une révision à la hausse. Qui nous a ramené peu ou prou sur les niveaux de début d'année. On avait commencé par avoir des baisses. Et on avait un message des entreprises qui était plutôt constructif sur la deuxième partie d'année en disant on a un rebond qui se profile pour la deuxième partie d'année. Tout à fait. Depuis, on a eu la baisse des taux de la BCE. Voilà. Normalement, hors ce risque politique, il y avait un boulevard pour que tout se passe bien. Mais donc, on va voir, il va être important de voir si ce rebond il se confirme. Est-ce que cette reprise, cette embellie qu'on a vue, c'était lié à des effets de restockage ? Parce qu'on avait tellement baissé les stocks qu'il a fallu à un moment donné réaligner les stocks avec la production. Du coup, est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on a eu un effet, on va dire, one-off, comme on dit, à l'issue au premier trimestre ? Est-ce que c'est quelque chose qui perdure ? Et donc, on va vraiment regarder les messages sur le deuxième trimestre, d'autant que si on veut être un peu prudent, on voit que la consommation américaine, qui est un moteur essentiel, qui est un élément essentiel de la croissance américaine, c'est 66% du PIB américain qui vient de la consommation, on voit que la consommation américaine, alors on se rassure en disant les très riches continuent à consommer, oui très bien ils continuent, mais les plus pauvres... Les plus pauvres, il y a un effet de masse quand même qu'il faut... Et en fait cet effet de masse il s'élargit, c'est-à-dire qu'avant on parlait effectivement des premiers prix, maintenant on s'aperçoit que, y compris Starbucks,
a fait des annonces que ça commence à ralentir. D'accord. Donc en fait, la partie la plus basse, ça a tendance à percoler vers le haut. D'accord. Donc je pense que ça va être intéressant de regarder les dynamiques de consommation, surtout sur la consommation discrétionnaire aux États-Unis, parce que c'est un élément essentiel de la croissance américaine. Ok, très bien. Valérie, ce que vous allez surveiller, vous, sur les marchés dans les mois à venir là? Bon, moi, je surveille avant tout les prix pour avoir des signaux, parce que le reste, je trouve que c'est pas un élément qui permet de solutionner une équation. Oui, non, mais bien sûr, oui. Avec des tonnes d'inconnus. Au moins, sur les prix, il y a un seul truc à surveiller. Mais si on fait abstraction de ça, pour moi, une fois évacué le risque immédiat des élections françaises, et avant d'envisager des élections anglaises qui peut-être ne nous concernent pas trop, enfin bon, je pense qu'on va se remettre à penser à l'inflation américaine, parce que c'est quand même le gros point d'interrogation, c'est est-ce que vraiment la Fed va baisser ses taux ou pas, baisser ses taux en 2025 est-ce que cette inflation en prend le rythme, parce que sinon les marchés vont se mettre à anticiper, à repousser à nouveau ces baisses de taux. Donc ça, c'est le premier truc, et puis ça c'est ce qui va peut-être nous faire passer l'été, puis après on va penser uniquement aux élections américaines. Alors, est-ce qu'il va y avoir des promesses qui vont avoir des influences économiques majeures ou pas? C'est pas sûr. Mais enfin, pour moi, donc on va surtout rester centré, je pense. Pour moi, le vrai risque, il est sur l'économie américaine et l'évolution de l'inflation. D'accord, l'inflation américaine. David, vous, qu'est-ce que vous allez surveiller là, dans les mois à venir? Alors, donc, on a un premier débat le 27 juin entre Trump et Biden. Oui, bien sûr. On a une potentielle incarcération de Trump mi-juillet. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête. Oui, c'est vrai. On va avoir la désignation des candidats. Donc, moi, je pense que l'élection américaine et l'économie américaine, effectivement, passer les troubles d'élection française, va peut-être à nouveau concentrer les regards. On a bien évidemment la saison de résultats qui est clé, qui devrait être bonne au vu de la macro et de ce que les boîtes sont capables de délivrer. Mais par rapport à cette élection américaine, il y a à nouveau un risque qui est donc les fameux tarifs en fait, que proposent les candidats. Oui. Et l'impact que ça peut avoir sur le commerce mondial, sur les actions et sur les entreprises européennes. Oui, bien sûr. Les tensions que ça peut avoir vis-à-vis des Chinois. Et je pense que faut voir jusqu'où, dans le cas des débats et des propositions, ils sont prêts à aller, mais ça peut créer là aussi des remous. Parce que indépendamment de ce risque d'inflation lié à ces tarifs ou aux propositions de la campagne, je pense que la trajectoire de l'inflation américaine est plutôt favorable et plutôt en ligne avec des baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. C'est la vie générale, c'est pour ça que pour moi c'est également oui, mais c'est également ce que les chiffres nous racontent pour l'instant. Oui. On suivra ça de très près. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché aujourd'hui. Merci à Gilles Guibourg, responsable des actions européennes chez AXA IM. Merci Valérie Gesteldi, stratégiste Day by Day. Merci David Belloc, stratégiste et géant chez Mirova. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et aujourd'hui, Marché à thème est consacré à la démocratisation du private equity et des actifs privés en général. France Invest vient de publier une étude pour quantifier ce phénomène qui monte en puissance depuis quelques années maintenant. Son DG Alexis Dupont est au micro de Grégoire Favet début juin. On l'écoute. L'étude a porté en fait sur l'échantillon qui existe aujourd'hui sur le marché. Je pense que l'étude est quasi exhaustive aujourd'hui sur ce qui peut toujours y avoir des petits manques, mais globalement l'étude est exhaustive et ce qu'on voit c'est que ça concerne du coup essentiellement des FCPR. Oui, c'est ça. On met de côté FIP, FCPI qui ont des fonctionnements un peu différents. Qui ne représentent plus grand chose sur le marché aujourd'hui et puis qui sont plutôt le véhicule qui était utilisé dans le passé. Là, le mouvement qu'on voit et qu'on avait envie d'étudier un peu dans le détail et de commenter, c'est ce mouvement sur le moins de 100 000 euros mais véhicule FCPR. Bon, quels sont les chiffres qu'on peut mettre là-dessus, là, déjà, pour quantifier un petit peu ce que cette démocratisation a apporté, effectivement, en termes de levée, d'encours, etc. Alors, on avait déjà beaucoup de chiffres dans nos collectes antérieures sur la population au-dessus de 100 000 euros, family office, personnes physiques fortunées, françaises, étrangères, tout ça, au global, c'est plus de 5 milliards d'euros, mais là-dedans, on n'avait pas tout l'échantillon, on n'avait pas toute la diversité qu'on trouve pour les épargnants en dessous de ce seuil-là de 100 000 euros, CFCPR, et on a trouvé une population qui, en fait,
fait est à la fois très intéressante, très diversifiée et quand même déjà assez largement constituée. En encours, c'est pas loin de 8 milliards d'euros et on voit une accélération très forte puisque rien que la collecte de l'année 2023, c'est pas loin de 2 milliards d'euros. Ah oui, d'accord. Ouais. Sur 8 milliards d'encours total à fin 2023. Donc les choses accélèrent assez rapidement et d'ailleurs on le voit parce que l'âge moyen des fonds dans notre échantillon c'est 3 ans et demi, un peu moins de 3 ans et demi, donc ça se développe à une vitesse assez rapide. Ouais. Comment on caractérise effectivement ces fonds qui sont vraiment dédiés au grand public? Quels sont les points de différence majeurs avec la manière dont les institutionnels, eux, et depuis longtemps, se sont investis dans des stratégies, des véhicules d'actifs non cotés? Il y a des similarités, puis il y a des vraies différences, notamment en termes de constitution. Nous, ce qui nous a quand même beaucoup surpris, c'est que c'est vraiment du non coté. C'est pas du capital investissement, du private equity, c'est du non coté. Au sens large. Au sens large, les actifs sous-jacents en fait sont beaucoup plus diversifiés que ceux à quoi on pouvait s'attendre. Il y a une part importante de dette privée, d'equity, du primaire, du secondaire, des liquidités, parfois des actifs cotés. Donc on a vraiment des produits, c'est une classe d'actifs nouvelle en fait, en train de se déployer sous nos yeux, et avec des différences du coup avec le monde institutionnel. Ça fonctionne plutôt en appel immédiat, là où le monde institutionnel fait ce qu'on appelle de l'appel progressif de capitaux en fonction des besoins. Les sous-jacents sont plutôt plus matures en moyenne avec des courbes, ce qu'on appelle la courbe en J, donc la façon dont la valeur se crée dans le temps, qui sont un peu moins creusées, donc on a des choses qui sont un petit peu plus lissées. C'est quelque chose d'autre. C'est plus dérisqué, on peut le dire comme ça, Alexis? Ça reste des placements oui, à risque, forcément. Non, mais bien sûr, tous les disclaimers s'allument, voilà, etc. Mais que dans cette fameuse courbe en J, là, c'est des... Mais on voit que le mix d'actifs, le mélange entre l'equity, la dette, des actifs plus matures parfois, parce que le secondaire, on a des actifs qui sont déjà un petit peu plus loin dans la courbe de maturité, donc qui sont à un niveau de rendement risque qui est un petit peu différent. Tout ça contribue à avoir des profils d'investissement, de rendement risque qui sont un peu différents aussi pour les épargnants. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Pourquoi l'industrie a fait ce choix des appels immédiats, effectivement, en capital pour cette population grand public par rapport à ce qui se pratique traditionnellement, j'allais dire, dans cette industrie les véhicules ont été conçus pour ça, et puis c'est des problématiques assez pratico-pratiques. Ouais. C'est comme un syndic de copropriété. Quand il faut appeler les charges tous les mois, c'est compliqué. D'accord. Ah oui, c'est juste la gestion de la programmation de la trésorerie disponible, etc. pour... Oui, il y a des problématiques techniques. Sur des véhicules avec entre guillemets peu d'investisseurs plus avertis, mais qui peuvent quand même être des personnes physiques, des entrepreneurs, ça peut encore fonctionner, mais c'est vrai que quand on descend sur des véhicules qui sont commercialisés à beaucoup de gens, à des moments différents, on voit le poids des evergreen d'ailleurs dans ce paysage-là, mais on y reviendra peut-être. Ce sont des schémas en fait qui fonctionnent plus de façon simple. Donc allons-y, fonds evergreen, puisque c'est la grande majorité des fonds sur les je sais plus 90 ou 89 véhicules que vous avez regardés. La très large majorité, voire l'unanimité quasiment, sont des fonds ce qu'on appelle evergreen. Alors pas forcément l'unanimité, mais c'est vrai que c'est un schéma qui est vraiment surreprésenté en nombre et en poids par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché institutionnel dans cette nouvelle offre retail non coté qui est en train de se déployer. C'est pas illogique parce que un des enjeux des fonds evergreen, c'est de permettre une forme de gestion de la liquidité. Alors après, on va pas transformer des actifs illiquides en actifs liquides. On crée de la valeur dans le temps, on sait pas faire autrement. Donc on ne fera pas de miracle, mais c'est une partie de la réponse à ces problématiques de liquidité qui reste importante pour les épargnants. Et puis le fonds Evergreen, il est non daté. Donc oui, c'est ça, il faut expliquer. Evergreen, il n'y a pas de date de fin, il y en a une. C'est souvent des fonds semi-liquides, avec des possibilités de sortie qui peuvent être plus ou moins fréquentes selon les véhicules. Donc par rapport aux fonds fermés au rachat de capital investissement, c'est 10 ans. C'est un tunnel. Exactement, un tunnel, on ne sort jamais. Là, il y a des possibilités dans ce type de fonds. Et un autre avantage que ça présente, c'est que ce sont des véhicules qui du coup peuvent rester longtemps sur l'étagère de réseaux de distribution. Et on voit d'ailleurs que le marché est beaucoup en train de s'intermédier par le biais de l'assurance vie en unité de compte, et donc qui présente des avantages non négligeables. Après, le marché se crée avec une diversité. Il y a différentes stratégies. On n'est pas en train de dire qu'il y a une chose unique, mais c'était marquant dans ces résultats. C'est une caractéristique marquante, notamment par rapport, encore une fois, aux pratiques traditionnelles dédiées à des clients plus sophistiqués ou institutionnels en l'occurrence. Effectivement, intéressant de savoir comment le grand public et ses épargnants particuliers accèdent à ce private equity. Et là aussi, l'étude réalisée montre que
l'assurance vie reste l'enveloppe privilégiée pour accéder à ces unités de compte, en l'occurrence. Oui, ce qui n'est pas surprenant, puisque la classe d'actifs est quand même quelque chose d'un petit peu plus complexe que ce qu'on peut trouver de façon plus traditionnelle chez un distributeur. Donc c'est intéressant d'avoir une distribution intermédiaire par des réseaux qui sont capables d'expliquer, de présenter. Voilà. Et d'ailleurs, il faut qu'on travaille aussi beaucoup à la formation de ces réseaux, parce qu'il faut que l'information donnée aux épargnants soit très claire, précise, non trompeuse. Donc c'est un vrai travail pour nous, mais c'est pas surprenant. Et puis l'assurance vie, c'est un élément incontournable dans le paysage français. Pierre angulaire, effectivement, de la gestion de l'épargne. Étonnant, effectivement. Nous, on pense qu'il y a aussi un gros potentiel que l'étude ne reflète pas encore beaucoup, qui est sur l'épargne retraite. Parce qu'un des principaux freins ou problèmes parfois évoqués par rapport à la diffusion du non-coté dans l'épargne, c'est la liquidité au sens horizon de placement. Bon, dans l'épargne retraite, quand vous investissez à 20 ans ou 30 ans, c'est un effet qui se gomme complètement. Donc ça a beaucoup de sens, et on pense que la loi Industrie Verte va beaucoup faire accélérer. D'autant qu'il y a eu un réel engouement pour les produits d'épargne retraite depuis leur création. Parce que ça a beaucoup de sens. Quelque part, c'est un rattrapage par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis ou autres, où il y a une part de non-coté qui reste résiduelle, mais qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver dans les produits français. Est-ce que l'adaptation de ces produits au grand public, notamment sur l'aspect liquidité, etc., est-ce que ça s'est fait au détriment de la performance ou pas ? Qu'est-ce que vous avez pu mesurer de ce point de vue-là, sachant encore une fois qu'on est sur des historiques de performance encore jeunes en la matière ? Voilà, faut être très prudent là-dessus. Les historiques sont relativement jeunes, et puis les performances passées ne préjugent pas des performances futures, comme chacun sait, donc il faut être très prudent par rapport à ça. Nous, ce qu'on voit dans cette étude, qui est factuelle par rapport à ce qu'on identifie sur le marché, c'est qu'à âge de véhicule équivalent, ça n'a visiblement pas d'impact très important, parce que la constitution des portefeuilles, le timing dans lequel ces portefeuilles se constituent peut permettre de lisser des effets différentiels. Après, évidemment, quand vous avez un fonds Evergreen dans lequel vous avez un petit peu de liquidité pour faire face à des rachats, il y a un arbitrage entre liquidité et performance qui peut se faire, mais qui n'est pas si significatif que ça. Encore une fois, tout ça à prendre avec prudence et à apprécier dans le temps ce qu'on fera, nous, année après année. On a eu en revanche la satisfaction de constater que les moteurs de performance, au sens le multiple d'investissements qu'on pouvait trouver, étaient finalement pas si différents dans son approche que ce qu'on peut voir dans le monde institutionnel. D'accord. Bien que les actifs sous-jacents soient finalement assez différents. Ouais, je comprends. Et on aurait pu s'attendre à des différences qu'on n'a pas constatées aujourd'hui. Là aussi, il faut voir comment tout ça évoluera dans le temps, mais c'était plutôt positif. Ouais. Est-ce que les grands publics, les clients privés qui se sont intéressés à ces actifs non cotés l'ont fait aussi avec des motivations d'impact ? Je pense que c'est toujours une motivation quand on s'intéresse au capital investissement. D'abord, aujourd'hui, il y a quand même finalement une offre qui émerge tout juste, mais qui part de pas grand-chose sur le marché. Et le moteur principal de ce qu'on mesure, on fait des sondages régulièrement pour voir ce qui intéresse les épargnants dans ce type de placement. Alors, la performance, ça revient. Ça c'est assez normal. Mais c'est pas le seul moteur du tout. L'aspect financé des PME, des ETI ou évidemment des startups avec une dimension locale, puisque l'essentiel de nos investissements aujourd'hui, plus de 80% est en France, avec un placement, je dirais, tangible, qui souvent qu'on peut expliquer à sa grand-mère, c'est-à-dire même si on ne rentre pas dans les détails techniques, on comprend. C'est peut-être l'entreprise du coin de la rue, quoi. C'est peut-être la PME du coin de la rue, dans laquelle d'ailleurs peut-être qu'on travaille. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est parlant et qui est recherché par les épargnants, presque plus que les objectifs de performance. Mais on le voit à travers les véhicules qui sont proposés, il y a alors on a toute une classification effectivement autour du degré d'impact ou du degré d'engagement extra-financier qu'on veut apporter. Est-ce que ça se retrouve ou est-ce que c'est assez blend de ce point de vue-là ? Non, d'abord je pense que tous, mais c'est vrai au-delà du retail, tous les acteurs du capital investissement aujourd'hui, quand ils investissent dans une entreprise à 10 ans, aujourd'hui peuvent pas faire l'impasse sur le fait de la transformer sur le plan de la durabilité. Donc là ils le font tous, après ils le reflètent plus ou moins dans leurs éléments marketing, et là-dessus je pense que tout le monde est très prudent aussi pour rien dire d'inexact ou de trompeur. D'exagéré, oui. Mais au-delà de la durabilité, je pense que l'épargnant va chercher le sens, la cible d'investissement qu'on comprend, qu'on a envie d'aider, enfin une forme d'affection presque dans ce qui est fait. Ouais.
Bon, très intéressant. En tout cas, voilà, je retiens c'est 8 milliards d'encours pour le grand public dans le non-coté avec le mouvement de démocratisation de ces dernières années et 2 milliards levés en 2023. Et ça grandit beaucoup. On n'a pas parlé des frais. On a quand même eu la satisfaction de constater que ce qu'on voit souvent reflété dans les publications diverses, ce sont des frais maximum qui sont dans les documents commerciaux, parce que c'est la seule information qui existe publiquement. On avait cette intuition, mais quand on regarde en pratique, les frais réels, ils sont bien en dessous des frais maximum, ce qui est bien normal, mais c'est quand même important de le dire. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et aujourd'hui, Marché à thème était consacré à la démocratisation du private equity. Alexis Dupont, DG France Invest, répondait le 17 juin dernier aux questions de Grégoire Favet. Notre émission touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à 17h demain pour une nouvelle édition de Smart Bourse présentée par Nicolas Panier.